Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Laïcité, le mot sans la poudre. La célèbre formule de Jean Rivero, évoquée en 1949 et maintes fois reprise, n'a pas perdu de son actualité. Les réactions que provoque la laïcité démontrent une sensibilité à fleur de peau. La seule représentation d'une crèche dans une mairie ou la mention Chrétien d'Orient sur une affiche publicitaire de la RATP sont suffisantes pour émouvoir les pouvoirs publics, tandis que l'Assemblée nationale débat pour savoir si le voile d'une assistante maternelle heurte la sensibilité des jeunes enfants. Autant de sujets qui divisent. Mais pourquoi la laïcité en France est-elle toujours comprise dans le sens de l'effacement de la religion, alors que dans d'autres démocraties comme aux États-Unis, la laïcité n'empêche pas la religion de jouer un rôle social important? Cela vient sans doute du fait que les libertés modernes, dont la liberté religieuse, sont issues du conflit en France, tandis qu'en Amérique, elles sont nées selon un principe d'égalité dès l'origine. C'est ce qui faisait dire à Tocqueville: le grand avantage des Américains est d'être arrivés à la démocratie sans avoir à souffrir de révolution démocratique, et d'être nés égaux au lieu de le devenir. Elles sont aussi nées dans un contexte de pluralisme religieux, ce qui rendait plus évidente leur nécessité. Aussi, la démocratie américaine n'a pas eu besoin d'une laïcité de combat pour instaurer la séparation entre les églises et l'État fédéral. Elle était pourtant issue du même esprit des Lumières qui s'exportait au-delà de l'Atlantique. C'est donc qu'il n'existe pas une laïcité, mais des laïcités, directement en lien avec l'histoire. En effet, il est peu de notions juridiques aussi tributaires des circonstances qui l'ont vu naître que celle de laïcité. C'est pourquoi nul ne parviendra à comprendre vraiment la laïcité à la française, s'il ne connaît les circonstances qui ont finalement conduit la République à constitutionnaliser un tel principe, car c'est en comprenant l'histoire de la France, à la fois fille aînée de l'Église et profondément gallicane, que l'on comprend comment elle fut pratiquement obligée d'inventer la laïcité pour mettre fin à des siècles d'ingérence réciproque du temporel et du spirituel, et pourquoi elle fut la première à déclarer la liberté religieuse comme liberté civile. Une analyse historique de l'élaboration du concept de laïcité, chapitre 1, permettra de mettre en évidence le fait qu'au-delà de la modalité dans laquelle elle s'est opérée, la Révolution eut l'avantage de donner une forte impulsion au processus de sécularisation des institutions, chose qui était loin d'être un mal pour la société française fortement cléricalisée. Pourtant, le nouvel ordre politique et les libertés nouvelles furent fermement refusés par les catholiques, provoquant la naissance d'un libéralisme anticlérical. Ils conservaient l'espoir d'un État chrétien, sans pourtant parvenir à l'instaurer. C'est ce que montre la tentative de restauration en 1830, puis leur rejet de la République. Tocqueville expliquait bien la situation de l'époque. Par un concours d'étranges événements, la religion se trouve momentanément engagée au milieu des puissances que la démocratie renverse, et il lui arrive souvent de repousser l'égalité qu'elle aime et de maudire la liberté comme un adversaire, tandis qu'en la prenant par la main, elle pourrait en sanctifier les efforts. Mais les catholiques n'ont pas accepté de prendre par la main les libertés modernes, sortant définitivement de l'orbite de la modernité, pour ne plus jamais y entrer. Même les tentatives de ralliement à la République furent insuffisantes pour enrayer la crise, déjà profonde, qui touchait le catholicisme français. Aussi, s'ils ont définitivement perdu le train de la modernité, reste encore à savoir s'ils prendront le suivant, celui de la postmodernité. Pour cela, ils devront démontrer dans les faits que leur agir temporel est vraiment séculier, purifié de toute forme de cléricalisme, et convaincre l'État de sortir de son laïcisme absolutiste, difficilement compatible avec l'idée de religion. Cette première analyse se trouve être indispensable pour comprendre le contexte dans lequel s'est construite la notion juridique de laïcité en droit français. En effet, si elle peut être difficile à cerner, elle répond en réalité à des règles spécifiques. Une étude du régime juridique de la laïcité permettra de montrer les lignes forces de la notion et de mettre en évidence qu'elle signifie surtout le principe d'exclusion de la religion de la sphère publique, devenu un espace neutre dans lequel la religion peut se manifester, mais sans interagir. Il s'agira donc de faire une évaluation de la laïcité française sous la Ve République,
de manière à identifier les principes directeurs de cette laïcité et son mode de fonctionnement. Chapitre 2. Cela permettra de savoir si la laïcité française est une laïcité ouverte aux religions, ou si ce modèle n'est pas, sous certains aspects, un obstacle à leur plein développement. C'est donc après avoir étudié la laïcité sous l'angle du respect de la liberté religieuse, qu'il faudra se demander si l'Église a encore les moyens de réaliser pacifiquement sa mission. À première vue, la question qui se pose est celle de savoir si l'Église peut accepter le modèle de laïcité française sans renoncer à son message et à son identité. Pourtant, ce n'est pas cette optique qui a été adoptée dans cette recherche. Il m'a semblé plus intéressant de parier sur la réconciliation entre deux conceptions de la laïcité. Autrement dit, au-delà des conflits qui ont pu exister entre l'Église et l'État en France et au-delà des mesures laïcistes qui peuvent être prises par l'État, l'objectif sera de vérifier que la sécularité chrétienne est soluble, dans une laïcité qui accepte la dimension religieuse de l'homme avec toutes ses implications, individuelles et communautaires, publiques et privées, et que la laïcité est in se un principe valide, voire même une condition du plein développement de la sécularité chrétienne. C'est donc l'harmonisation de ces deux notions qui constituera le fil d'Ariane de cette thèse, l'objectif étant de démontrer que la laïcité n'est pas en opposition avec la sécularité chrétienne, mais qu'elle en est la condition sine qua non, sauf à dégénérer en laïcisme, ce qui sera amplement expliqué au cours de l'étude. Pour résoudre cette problématique, le Concile Vatican II et la doctrine canonique post-conciliaire offrent une nouvelle vision des relations Église-État capable de fonder un nouveau type de rapport entre le temporel et spirituel. Chapitre 3. Cette doctrine permettra de sortir de la vision traditionnelle des rapports Église-État entendus uniquement en des rapports institutionnels au sommet, entre institutions, pour les envisager d'une manière beaucoup plus moderne et plus adaptée à la réalité, en s'appuyant sur l'ecclésiologie rénovée du Concile. En effet, la redécouverte de l'autonomie du temporel et de la liberté des laïcs dans les affaires temporelles, ainsi que l'autocompréhension de l'Église comme autorité spirituelle, et non plus comme un pouvoir de juridiction, permettra de mieux comprendre le changement de cap opéré après le Concile en matière de relations Église-État. Il s'agira, au regard de cette doctrine canonique post-conciliaire, d'envisager les conditions de la compatibilité entre la sécularité chrétienne et la laïcité française et de démontrer que la sécularité chrétienne ne constitue pas un danger pour la laïcité française. Elle permettra aussi de poser les fondements d'une réelle laïcité dans une démocratie pluraliste respectueuse de la liberté religieuse de chacun. Chapitre 4. Dans cette doctrine, il sera mis en avant la revalorisation du rôle des laïcs dans la société, à qui revient en priorité de sanctifier l'ensemble des réalités temporelles à travers leurs activités familiales, professionnelles, sociales ou politiques. C'est donc cette voie ouverte par le Concile Vatican II, mais encore trop peu développée dans le droit ecclésiastique, qui sera mise en valeur et explorée. En guise de conclusion, il sera proposé une série de principes qui pourraient fonder une laïcité équilibrée, de manière à proposer une alternative au laïcisme et à toutes les formes de cléricalisme. Ces principes se veulent dégager des contingences historiques et politiques, de manière à être plus universels. C'est ainsi qu'ils seront aussi susceptibles de régler, au-delà de la seule relation entre l'Église catholique et la République française, la relation entre la religion et la démocratie libérale. En même temps, ces principes ne prétendent pas résoudre les multiples conflits qui peuvent naître en la matière, mais donner les éléments de réflexion indispensables pour affronter les nouvelles problématiques posées par une société en pleine mutation. Du point de vue méthodologique, deux approches de la laïcité seront mises en regard, celle de l'État et celle de l'Église, de manière à les harmoniser et voir s'il existe un terrain d'entente sur la manière d'aborder la relation Église-État. Pour ce faire, il a été choisi la division classique en droit français en deux parties et deux sous-parties qui présentent le mérite dans la présente recherche, de confronter la conception que l'État se fait de sa relation avec la religion, partie 1, et la conception que l'Église se fait de la réalisation de sa mission dans le monde, partie 2. La première partie explique la laïcité de l'État telle qu'elle est comprise en France. Pour cela,
Il est nécessaire de revenir sur le processus de sécularisation qui s'est opéré dans les institutions françaises pour comprendre les spécificités de la laïcité à la française. Chapitre 1. Cette étude sera complétée par une analyse juridique du droit français, de manière à expliquer ce que recouvre exactement le concept de laïcité. Chapitre 2. La deuxième partie montre comment l'Église conçoit sa relation au monde. La première étape consistera à montrer comment l'Église pensait sa mission dans la vie civile avant et après le Concile Vatican II. Il s'agira de mettre en évidence les éléments les plus importants relatifs à la relation Église-État, dans le magistère et la doctrine canonique, chapitre 3. Enfin, il sera expliqué comment la sécularité dans l'Église ne signifie pas l'acceptation de l'indifférentisme religieux ou du relativisme moral comme fondement de la démocratie, chapitre 4. Cette recherche nous amènera à formuler 9 propositions théoriques en vue d'une laïcité équilibrée. En annexe sont joints les textes de référence relatifs à la laïcité française de manière à ce que le lecteur puisse s'y reporter aisément, même si des passages sélectionnés sont cités directement dans le corps du texte pour en faciliter la lecture. La présente thèse doctorale a été soutenue le 28 octobre 2015 à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, à Rome. Avant de commencer cette étude, mes remerciements vont au professeur Jean-Pierre Choupe pour sa disponibilité dans la direction de cette thèse et au professeur Thierry Sol, ainsi qu'à tous les professeurs de l'Université pontificale de la Sainte-Croix qui m'ont aidé, et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis que cette recherche soit ce qu'elle est. Première partie, la laïcité française. Une laïcité ouverte? La laïcité française est marquée par le sceau indélébile de son histoire. Elle ne s'explique que dans un contexte particulier, sans lequel elle ne serait pas devenue ce qu'elle est. Pour se former une idée juste de la notion, il est nécessaire de la resituer dans son contexte historique et d'analyser les relations entre l'État et l'Église, son principal interlocuteur jusqu'à une période récente. Il ne s'agit pas seulement de faire le récit des relations entre l'Église et l'État français, il sera renvoyé aux ouvrages qui traitent de la question, mais plus globalement de l'analyse du processus de sécularisation des institutions, de manière à expliquer les causes historiques et philosophiques de la laïcité actuelle. Il sera également réservé une place particulière au magistère de l'Église, de manière à comprendre les relations que le Saint-Siège entendait entretenir avec l'État français. En effet, la laïcité s'insère dans ce processus plus global de sécularisation qui sera décrit dans ses traits les plus caractéristiques et uniquement dans les aspects qui concernent la laïcité, ce qui permettra d'introduire les spécificités de la laïcité française. Préalablement, il convient de préciser qu'il a été choisi le terme sécularisation, et non déchristianisation des institutions pour évoquer ce processus car les deux termes ne sont pas équivalents. En effet, le terme déchristianisation pourrait avoir plusieurs significations. Faire référence à une certaine nostalgie d'un temps révolu, la Christianitas médiévale, renvoyer à un idéal d'État confessionnel, une monarchie catholique, ou encore il pourrait laisser penser que la sécularisation est un processus antichrétien, alors qu'elle ne l'est ni nécessairement ni fondamentalement, sans doute sera-t-il possible d'affirmer le contraire. Elle est surtout, comme l'explique Lubé, la soustraction ou la libération d'une chose, d'un territoire ou d'une institution de l'observance et de la domination ecclésiastico-spirituelle. Ce sont ces écueils qui seront évités en utilisant le terme sécularisation, exempt de toutes ces connotations. Le terme déchristianisation ne sera utilisé qu'en référence à la société civile et non en référence aux institutions en tant que telles. Il reste à opérer une seconde précision terminologique afin de distinguer une sécularisation ouverte, celle qui réserve une saine indépendance des structures temporelles vis-à-vis de l'Église, et une sécularisation fermée, celle qui se fonde sur l'affirmation de l'indépendance absolue des réalités temporelles par rapport à toute instance transcendante, avant de procéder à l'étude du processus de sécularisation opéré en France depuis le XVIIIe siècle, sous l'influence de la philosophie des Lumières. En France, ce processus s'est effectué dans le conflit, alors qu'il s'est fait de manière plus pacifique dans la plupart des pays occidentaux anciennement de confession catholique. L'expérience montre ainsi que la sécularisation,
entendu dans le sens de l'affirmation de l'autonomie du temporel par rapport au spirituel, aurait pu se faire d'une manière différente, par un processus de sécularisation ouverte et pacifique. Or, elle s'est opérée en France dans la violence et dans un rejet radical de l'Église et de la religion en général, par un processus de sécularisation fermé. En effet, c'est dans les institutions de la fille aînée de l'Église que le processus de sécularisation s'est montré le plus fermé et le plus déterminé, faisant de la France le chef de file du laïcisme. On pourrait légitimement penser que l'étroite union entre le trône et l'autel aurait été la principale cause de cette rupture, alors que dans l'Ancien Régime, l'Église se trouvait pleinement insérée dans les structures sociales. Toutefois, ce serait oublier que cette union entre les deux ordres était aussi présente dans toute l'Europe occidentale dans laquelle prévalait largement une vision chrétienne de l'homme et de la société. Or le phénomène ne s'est pas reproduit dans les autres États de la même manière. Ce n'est donc pas essentiellement l'union entre les deux ordres, qui à lui seul, a pu provoquer cette réaction aussi radicale. Il existe d'autres causes propres à la France qu'il conviendra de mettre en lumière. Chapitre 1. Le processus de SECULARISATION des institutions depuis la Société d'Ancien REGIME. C'est un fait que la Société d'Ancien Régime était marquée par une union étroite entre l'Église et la monarchie. Si cette union avait été vue comme accidentelle et non comme essentielle à la réalisation de la mission de l'Église, les catholiques français auraient pu accepter d'entrer dans la modernité. En effet, face à la monarchie, il y avait ceux qui y voyaient l'archétype du système politique et ceux qui, en moins grand nombre, distinguaient entre la foi et la forme politique. Or, il semble que les catholiques aient perçu avant tout la sécularisation comme un danger, provoquant ainsi la réaction laïciste qui se donnait pour objectif d'exclure l'Église de la sphère publique, en la reléguant à la sphère strictement individuelle. La question qui se pose est donc celle de savoir quelles sont les causes qui expliquent le laïcisme actuel, ce qui se fera en 4 étapes. De l'union à la séparation entre le trône et l'autel, soit de la Société d'Ancien Régime à la loi du 9 décembre 1905, 1789 à 1905, de la séparation au compromis obligé, 1905 à 1924, du compromis au principe constitutionnel de laïcité, 1924 à 1958, puis du principe théorique de laïcité au laïcisme pratique, 1958 à 2013. 1. De la Société d'Ancien Régime à la loi de 1905, de l'union à la séparation entre le trône et l'autel. Si l'époque de la chrétienté médiévale, 9e au 14e siècle, a été marquée par l'unité religieuse en Europe, celle-ci s'est perdue au 15e et 16e avec la réforme protestante. C'est l'ordre de la société qui en a été bouleversé. Le processus de sécularisation des institutions, déjà amorcé lors de la dissolution de la Christianitas, va faire un pas en avant lors de la Révolution française. Celle-ci mettra fin définitivement à l'union du trône et de l'autel, tout en posant les bases d'une société nouvelle, fondée sur la raison autoréférentielle. Avec la Révolution, le processus de sécularisation progresse, mais c'est aussi la vision chrétienne de la société qui disparaît. Les institutions se sécularisent et la société se déchristianise en même temps, de telle sorte que la sécularisation des institutions se confond pratiquement avec la déchristianisation de la société, Dieu étant désormais substitué par l'être suprême dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La sécularisation s'opère donc, en France, de manière fermée à la transcendance, alors qu'elle aurait pu se faire de manière ouverte. À l'émergence du concept de laïcité, les causes historiques et philosophiques. 1. Le gallicanisme, l'ingérence de l'État dans les questions religieuses. Le gallicanisme est certainement l'une des causes lointaines du laïcisme actuel, bien qu'à première vue il paraisse précisément le contraire puisqu'il se présente comme l'affirmation du pouvoir indirect de l'État sur les matières spirituelles, dans un régime protecteur de l'Église gallicane, une Église, de l'État et dans l'État, dans lequel l'État professait la foi de l'Église et reconnaissait l'autorité de l'Église, à l'intérieur des apostrophes. Un État de confession catholique ou reconnaissant pour le moins que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Il est exactement le contraire du laïcisme qui prône l'incompétence absolue de l'État dans les affaires de l'Église, relégué à la sphère privée, dans un État neutre vis-à-vis des religions. C'est pourtant cette même intromission de l'État dans les affaires de l'Église et la cléricalisation des institutions qui en a découlé, qui donneront lieu à la critique des philosophes des Lumières, se faisant les défenseurs d'un ordre nouveau. C'est aussi cette union étroite qui provoquera la constitution d'un nouvel ordre, le clergé, et la situation sociale de l'Ancien Régime qui a conduit à la Révolution. Toutefois, si le gallicanisme réserve un statut privilégié au clergé gallican, c'est au détriment d'un certain nombre de droits de l'Église de Rome, qui n'a jamais accepté ces thèses et qui ne parviendra à y mettre fin qu'au Concile Vatican Ier en 1870, malgré la contestation des évêques français. En effet, le clergé protégé pactisait avec les thèses gallicanes et acceptait donc d'afficher une certaine indépendance par rapport à Rome. Il s'agissait d'un régime privilégié qui ne concernait pas l'Église en tant que telle, mais uniquement ceux qui avaient accepté de se distancier de l'autorité du pape en pactisant avec les thèses gallicanes, c'est-à-dire ceux qui avaient perdu la communion avec Rome sans pour autant arriver au schisme. En réalité, le gallicanisme visait à protéger une Église nationale, à condition qu'elle soit soumise au pouvoir politique et serve ses fins. Il s'agissait donc d'une protection fondée sur l'intérêt politique du royaume, et non sur la reconnaissance d'une véritable liberté religieuse. Déjà au XIVe siècle, deux conceptions du pouvoir s'opposent lors du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel au sujet du pouvoir du monarque sur les biens temporels des clercs. Alors que l'État affirme son pouvoir indirect sur les matières spirituelles, l'Église s'appuie sur la théorie du pouvoir indirect en matière temporelle. Dans les deux cas, il s'agit d'une intromission dans le pouvoir de l'autre et de visions erronées du pouvoir, qui ont été ensuite corrigées, de part et d'autre. Face à la théorie des deux glaives évoquée par Boniface VIII dans la bulle Unam Sanctam du 18 novembre 1302, Philippe le Bel s'oppose et affirme son pouvoir dans son propre royaume, mettant en échec la théocratie pontificale. C'est alors que les propositions gallicanes commencent à être élaborées. Le régalisme promeut alors une doctrine opposée à celle du pouvoir indirect de l'Église en soutenant la compétence indirecte du prince catholique dans les affaires spirituelles, en vue de l'unité du royaume. Ce pouvoir du roi est considéré comme étant d'origine divine, ce qui fait de lui le protecteur suprême de la foi dans son royaume. Sur le principe, le gallicanisme affirme la liberté de l'Église française et la supériorité du roi sur le pape. Il s'agit principalement de l'autonomie de l'Église catholique de France face à la papauté, liée à un lien de subordination avec l'État, sans toutefois arriver à être une hérésie dogmatique. Ce serait plutôt une hérésie administrative, qui se traduit par un minimum de soumission au pape et un maximum de dépendance de l'autorité politique, selon l'analyse d'Alberto de la Hera. C'est avant tout l'affirmation de la volonté du roi de dominer le clergé de manière à limiter l'autorité du pape au seul domaine spirituel, à l'exclusion de tout pouvoir temporel, et de subordonner l'autorité du pontife à celle du concile. Le principe de la liberté de l'Église gallicane est formellement consacré par la pragmatique sanction de Bourges, en 1438, qui est considérée comme le fondement du gallicanisme en France. La pragmatique sanction entend réorganiser le gouvernement de l'Église en France, donner un statut aux clercs et proclamer l'indépendance religieuse du royaume. Bien plus, l'autorité du roi est considérée comme d'origine religieuse et le roi lui-même est considéré comme la première personne ecclésiastique du royaume. En pratique, le roi Charles VII se substitue à l'autorité du pape pour l'Église en France, sans pour autant se proclamer officiellement son chef, ce qui aurait pu conduire à une Église de type anglicane. Il se trouve alors, formellement institué un régime d'Église d'État. Mais la pragmatique sanction ayant été décrétée sans l'accord du pape, François Ier négocie avec lui un concordat qui va régir les relations entre l'Église et l'État jusqu'à la constitution civile du clergé en 1790. Le Concordat de Bologne, conclu le 18 août 1516. Même si le Concordat abolit la pragmatique sanction et abandonne officiellement les thèses conciliaires, la France conserve toutefois son indépendance par rapport à Rome. Bien plus, le roi contrôle les nominations des évêques, le pape ne pouvant que procéder à l'investiture canonique ou refuser le candidat. Il devient propriétaire des biens de l'épiscopat,
et limite le droit d'appel au tribunal du Saint-Siège aux causes majeures. Dès lors, la supériorité juridique du roi sur l'Église en France est établie de manière stable. Lorsque le Concile de Trente, 1545 à 1563, rappellera la supériorité de l'autorité du pape sur le concile œcuménique, il heurtera encore profondément les sensibilités gallicanes. Les thèses de Pierre Pitou contenues dans son œuvre Liberté de l'Église gallicane, publiée en 1594, et des autres théoriciens du gallicanisme, en opposition au concile, exercent alors une forte influence dans les esprits, à tel point qu'elles seront consacrées par la Déclaration des libertés gallicanes votée le 19 mars 1682 par L'. Assemblée générale du clergé français suite au discours de Bossuet, lors du conflit entre Louis XIV et Innocent XI à propos de la question du droit de régal. Il s'agit donc principalement de l'affirmation des libertés gallicanes et de la négation de la suprématie du pape et de son infaillibilité au profit de l'autorité du concile. La doctrine gallicane se trouve ensuite portée à son paroxysme dans la Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790. Il s'agit avant tout de soumettre le clergé français au pouvoir civil et d'intégrer l'Église dans l'État de manière à ce qu'elle lui soit entièrement subordonnée. L'État veut aussi s'assurer que l'Église ne promeuve un retour à l'Ancien Régime, suite à la Révolution qui avait établi un ordre social nouveau. La Constitution civile n'hésite pas à remettre en cause la Constitution de l'Église, ne réservant au pape qu'une primauté d'honneur. Elle renverse par une série de mesures l'ordre de la hiérarchie catholique, la primauté du pape sur les évêques et les prêtres et la subordination des prêtres à leur évêque. Selon les nouvelles normes, un nouveau clergé est élu et Talleyrand consacre de nouveaux évêques pour pouvoir contrôler l'Église de France qui n'a plus rien à voir avec l'Église de Rome, même si tout a été fait de part et d'autre pour éviter le schisme. La constitution civile du clergé impose surtout le serment des clercs. Les évêques doivent prêter serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Art. 21, titre 2, tandis que les membres du clergé doivent prêter le même serment que les évêques dans leur église, un dimanche avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusqu'à la prestation de serment, ils ne peuvent faire aucune fonction curiale. Art. 38, titre 2. Le clergé se divise alors en deux, les jureurs et les réfractaires au serment. Au lieu de créer une église nationale unifiée qui devait servir à consolider l'ordre nouveau, la Constitution a en réalité divisé gravement l'Église et la France elle-même. Face à cette division, Louis XVI intervient personnellement auprès du pape pour qu'il autorise le clergé à prêter le serment, mais Pie VI condamne alors fermement la constitution civile du clergé par le bref Quod Aliquantum du 10 mars 1791, comparant la situation à celle de l'Angleterre au temps des apostrophes Henri VIII, puis par le bref Caritas Quae du 13 avril 1791 par lequel il annule les nominations épiscopales effectuées sans son accord et suspend les jureurs. Le clergé réfractaire sera alors persécuté et déporté suite à la loi du 14 août 1792, à l'exception des prêtres qui acceptaient de se marier, conformément au décret du 20 novembre 1793. Il est ensuite exécuté de manière systématique et sanglante sous la Terreur. Après avoir bénéficié de la protection de l'État, les prêtres constitutionnels se voient eux aussi persécutés, pris dans un mouvement de déchristianisation générale. L'Église romaine, bien que très fortement affaiblie, devra pourtant affronter de nouveau le gallicanisme. En effet, le gallicanisme atteint son apogée avec les articles organiques annexés au Concordat de 1801 par Napoléon Bonaparte. Si le gouvernement du premier consul de la République française et le pape, Pie VII, ont signé le 26 Messidor en 15 juillet 1801, le Concordat, le gouvernement français impose unilatéralement les articles organiques qui règlent l'exercice du culte catholique et protestant, lors de la promulgation du Concordat, par la loi du 18 Germinal an 8 avril 1802. Ces articles n'ont jamais été reconnus par l'Église catholique. Il s'agit d'une série de mesures qui permettaient à la République française de contrôler l'Église en France. Il est notamment prévu l'enseignement de la Déclaration de 1682 dans les séminaires, l'interdiction de publier un document pontifical sans l'accord du gouvernement et la nomination des évêques par le gouvernement.
Il ne sera mis fin au gallicanisme que de manière progressive. En premier lieu, le fait que Napoléon exige la démission des évêques du clergé constitutionnel permet de rétablir l'unité des évêques nouvellement nommés avec Rome. Mais il faudra attendre la proclamation du dogme de l'infaillibilité du pape par le Concile Vatican Ier, en 1870, et la suppression en 1885, de la faculté de théologie de Strasbourg, fortement gallicane, de ce fait jamais reconnu par le Saint-Siège, pour qu'il soit définitivement mis fin au gallicanisme ecclésiastique. Celui-ci subsistera encore en tant que doctrine administrative, et c'est la loi de séparation du 9 décembre 1905 qui y mettra fin définitivement, sans possibilité de retour. Malgré tout, la France ne perdra pas cette tendance à l'intégration de la religion à l'intérieur de son système normatif pour la rendre française, comme une composante de plus de son système administratif. En tout état de cause, si le gallicanisme a profondément marqué la France, elle n'est pas l'unique nation à connaître ce phénomène puisque d'autres pays catholiques vont également connaître des formes de régalisme. Toutefois, s'ils ont aussi été atteints par cette déformation du pouvoir politique, aucun autre pays n'a connu une décléricalisation de ses institutions aussi violente qu'en France. C'est donc que l'union entre le trône et l'autel n'est pas l'unique cause du séparatisme en France. 2. Le protestantisme, le jansénisme et la Compagnie de Jésus, les intolérances de l'État en matière religieuse. Pour Louis XIV, il s'agit de faire une France toute catholique. Aussi, dans la mesure où il existe un danger d'État dans l'État, le protestantisme est perçu comme un ennemi de la monarchie en France. L'unité politique passe donc par l'unité religieuse du royaume, ce qui implique l'intolérance de la monarchie envers les religions, autres que la religion catholique. Le concept de liberté religieuse n'est donc pas encore concevable dans un tel système sociopolitique. En effet, la paix d'Augsbourg en 1555 établit un ordre nouveau. Seuls les souverains bénéficient de la liberté de culte à l'exclusion des sujets qui doivent adhérer à la religion du prince, sauf à exercer le beneficium emigrationis, soit la possibilité de s'en aller en emportant leurs biens. Bien qu'il ne se trouve pas explicitement dans le texte de la paix d'Augsbourg, c'est le principe cuius regio et jus religio qui s'imposera. Désormais, la religion devient une affaire d'État et un risque pour l'unité politique du royaume. Dans ce contexte, le dissident religieux est aussi un dissident politique. L'État confessionnel, qu'il soit catholique, protestant ou orthodoxe, tend à protéger l'unité religieuse autour de la religion d'État et à réprimer l'hérésie. Il porte en soi un principe d'intolérance envers toute autre religion, qui ne serait pas la religion d'État. Lorsque le protestantisme pénètre en France avec François Ier, il se propage rapidement dans les villes notamment à Paris et Lyon, puis dans les populations rurales, notamment de 1525 à 1540, au point que le pays devient divisé de fait. Or, personne n'entend accepter purement et simplement cette division. Ni les catholiques intransigeants, ni les humanistes, ni les protestants, ni même ceux que nous sommes portés à considérer comme les premiers représentants de la libre pensée. C'est le même état d'esprit qui se retrouve en Allemagne et en Suisse. La question des protestants est, dans ce contexte, une question politique de première importance. Si François Ier se montre d'abord indulgent envers les protestants, l'affaire des placards, dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, le fait changer de position et il s'engage à rétablir l'unité religieuse du royaume en durcissant sa politique de répression contre les calvinistes. Mais c'est surtout au XVIe et XVIIe siècle que la France connaît les guerres de religion qui vont durer 40 ans, de 1562 jusqu'à l'édit de Nantes du 13 avril 1598, complété le 2 mai, et c'est sans doute le massacre des Huguenots, dans la nuit de la Saint-Barthélemy du 24 août 1572 qui montre le mieux la répression violente contre les protestants. Dans ce contexte, lorsqu'Henri IV, Huguenot, accède au trône de France, il doit abjurer le 25 juillet 1593 et devenir catholique s'il veut maintenir la France dans l'unité catholique. Il doit alors demander la levée des censures de l'Église, ce que le pape accepte pour éviter un schisme gallican. Il proclame alors l'édit de Nantes le 13 avril 1598 qui représente la charte des libertés de la RPR, ou religion prétendue réformée, protestante. Le préambule considère la religion catholique comme la plus légitime,
et la religion réformée comme une source de division politique. Le roi considère, dans cette logique, qu'il a l'obligation de rétablir l'unité de la foi, estimée comme un bien supérieur du royaume, même si l'Église catholique est minoritaire dans certaines régions, afin que le royaume continue à mériter le titre de très chrétien. Les réformés se voient ainsi reconnaître une certaine liberté de conscience, art, VI, et de culte, bien que leur culte public reste interdit dans certaines villes. Il s'agit d'un édit de tolérance, mais certainement pas d'une véritable liberté religieuse dans le sens actuel du terme. Les cultes catholiques et protestants ne sont pas mis sur un pied d'égalité, même si la liberté de conscience est reconnue aux protestants. Mais il est vrai que l'édit de Nantes leur reconnaît la place de seconde religion du royaume, ce qui constitue une sorte d'exception dans le contexte sociopolitique de l'époque, alors que les catholiques ne pouvaient pas pratiquer leur religion librement dans les pays protestants. Il s'agissait donc de tolérer une religion dans un État catholique, en vue de parvenir à l'unité religieuse et politique du royaume, non de la reconnaissance d'une véritable liberté de conscience, ce qui sera dénoncé très justement par les philosophes des Lumières, même s'ils comprennent la liberté de conscience dans un sens libéral. En réalité, une étape décisive de la sécularisation est discrètement franchie. Même si la religion semble être un élément constitutif de l'ordre social, on se trouve encore dans un système politique unitaire, elle n'est déjà plus un élément nécessaire de l'ordre politique, comme l'explique Bokenford. L'individu pouvait donc être citoyen du royaume, jouir de l'ensemble des droits civils sans appartenir à la vraie religion. La première séparation substantielle de l'Église et de l'État devint ainsi réalité. L'édit de Nantes entreprenait pour la première fois d'admettre deux religions à l'intérieur d'un même État. Lorsque l'édit de Nantes fut révoqué par Louis XIV par l'édit de Fontainebleau du 14 octobre 1685, enregistré le 22 octobre 1685, il commence alors une politique de conversion des protestants dans l'idée d'obtenir l'unité politique de son royaume, par démission. La caisse des conversions fut créée pour financer une propagande catholique auprès des protestants, dans le but de persuader à la conversion et des persécutions violentes telles que les dragonnades. Dans l'idée du roi et de la majorité, l'unité se traduisait par la forme une loi, une foi, un roi. Le protestantisme fut ainsi interdit sur tout le territoire, sauf en Alsace qui n'a jamais été concernée par la politique de Louis XIV car elle n'était pas encore annexée au royaume. En tout état de cause, c'est une politique d'intolérance qui est adoptée par Louis XIV. À sa mort en 1715, le statut des Huguenots ne change pas. L'absence de liberté se manifeste par une série de mesures qui portent atteinte à la liberté de croire comme par exemple l'édit du 14 mai 1724, pris sans l'avis de l'épiscopat, qui ordonne le baptême des enfants dans les 24 heures de la naissance et l'obligation de visite des prêtres aux malades en danger de mort. En 1750, ils sont interdits d'assembler et il faudra attendre l'édit de 1787 avant que les protestants puissent bénéficier d'un état civil, jusqu'alors tenu par les registres paroissiaux catholiques. Or, sans cette inscription au registre des baptêmes catholiques, l'enfant n'était pas considéré comme légitime, et donc de fait il était déshérité. C'est l'édit de Versailles du 7 novembre 1787 qui leur donnera la possibilité d'enregistrer les naissances et les mariages sans recourir aux ministres catholiques, mais par les juges du lieu. Cette concession ne concerne que l'état civil, car le culte public des religions autres que la religion catholique reste interdit. Un équilibre finit par être trouvé à la veille de la Révolution, à dure peine, mais c'est définitivement la Révolution française qui donne la complète liberté aux protestants. De la même manière, Louis XIV se montre impitoyable envers le rigorisme janséniste, en qui il voit un sympathisant de la Fronde qui a menacé la monarchie, et donc un ennemi de la monarchie absolue. La querelle est d'abord théologique, avant de se politiser. Le roi combat donc les jansénistes de la même manière que les protestants, comme des opposants politiques plus que comme une hérésie dogmatique, ce qu'elle était au départ. Il convient de remarquer que les évêques gardent une attitude gallicane face aux bulles du pape concernant la question janséniste. Lorsqu'à la demande de Louis XIV, le pape Clément XI publie la bulle Vineam Domini en 1705 par laquelle il condamne les thèses jansénistes. L'Assemblée du clergé de 1705 accepte la bulle, mais à condition que les évêques la reconnaissent et l'admettent.
Lorsque le pape condamne de nouveau les thèses jansénistes de Pasquier-Quesnel, après la mort d'Antoine Arnauld, contenues dans les 101 propositions de ses réflexions morales sur le Nouveau Testament, 1687, par la bulle Unigenitus Dei Filius du 8 septembre 1713, les évêques manifestent leur gallicanisme en vérifiant les bulles pontificales avant de donner leur acceptation dans L'. Assemblée du clergé, 1714. Le Parlement gallican et anti-romain s'unit aux jansénistes dans la question de Quesnel. Il en découle un parlementarisme janséniste qui s'oppose aux ordres du roi, autant qu'à l'autorité du pape en refusant par exemple la bulle de canonisation de Saint Vincent de Paul en 1737 qui s'était fortement opposée au jansénisme. La crise fut d'une telle ampleur que Louis XIV décida de raser l'abbaye de Port-Royal en 1710 et intervint auprès du pape afin d'obtenir sa condamnation, ce qu'il fera dans la bulle Unigenitus. Le rigorisme janséniste a néanmoins contribué à créer un état d'esprit anti-religieux, qui sera l'humus de l'irréligiosité du XVIIIe siècle. Les débats théologiques, autorité du pape dans l'Église dans le gallicanisme, la grâce et la liberté dans le jansénisme, ont eu la particularité en France d'être en même temps des affaires politiques. Dans le système de la monarchie absolue de droit divin, une hérésie signifie une menace politique que le roi se fait un devoir d'exterminer en vue de la raison d'État et du salut des âmes dont il se croit le guide, au-dessus de la hiérarchie catholique. Aussi, Louis XIV voit dans le protestantisme et le jansénisme une menace pour l'unité du royaume et réprime directement ces hérésies de manière sanglante, faisant preuve d'une particulière intolérance, ce qui générera ensuite un esprit de revanche causé par un fort sentiment d'injustice et de rejet de la monarchie absolue de droit divin. Ce manque de liberté religieuse sera fortement reproché à la monarchie par les philosophes des Lumières, qui feront preuve d'une critique particulièrement virulente. En réaction, ils prôneront donc les nouvelles libertés modernes mais coupées de toute transcendance. Désormais l'homme se place au centre du système comme la Terre est au centre du système solaire dans la physique de Ptolémée. Dans ce contexte, les jésuites, ultramontains, apparaissent comme le principal obstacle à l'autorité souveraine de l'État face à l'autorité du pape. Ils représentent donc également une menace pour la monarchie. Après la faillite et le scandale financier provoqué par le père Antoine Lavalette, jésuite, en Martinique, le Parlement de Paris accuse la Compagnie de Jésus d'être responsable des dettes. Le 6 août 1762, le Parlement de Paris déclare la Compagnie incompatible avec tout État. Louis XVI approuve la suppression des Jésuites et fait pression sur le pape Clément XIV pour qu'il supprime la Compagnie de Jésus, ce qu'il finit par consentir par le bref Dominus Ace Redemptor du 21 juillet 1773. Une fois de plus, le roi s'immisce dans les affaires religieuses de manière à contrôler l'Église en France afin qu'elle serve ses fins politiques, en particulier l'unité du royaume. L'interventionnisme ecclésiastique de l'État, l'hostilité envers le Saint-Siège et l'exclusion de la Compagnie de Jésus s'étendaient à toutes les monarchies catholiques, la France n'étant pas une exception, bien que l'absolutisme royal y ait été plus fort et le régalisme plus déterminé. Ces facteurs expliquent l'état d'esprit dans lequel se trouvait la France à la veille de la Révolution, mais ne donnent pas une explication complète au laïcisme radical qui a suivi. Ce sont des circonstances historiques qui constituent le terreau de la Révolution, et les causes lointaines du laïcisme mais qui restent insuffisantes pour expliquer ce phénomène. 3. La cléricalisation de la société d'Ancien Régime. Dans la société d'Ancien Régime, le clergé joue un rôle considérable. L'état civil, sauf depuis 1787 pour les protestants, l'assistance, l'enseignement sont entre ses mains. Il concourt à la formation de la conscience civique, lisant en chair à la fin de la messe les ordonnances royales et les circulaires des intendants. L'Église gallicane, non schismatique mais largement indépendante du pape, avait une position très particulière, soumise au roi de France et pleinement insérée dans les structures du royaume. Il se créait donc un nouvel ordre parmi les 3 ordres de la nation, le clergé. Il s'agit bien là d'une véritable exception française, née des thèses gallicanes. L'union entre le trône et l'autel en France ne concerne toutefois que le clergé gallican. Cette union n'a en réalité jamais été approuvée par l'Église dite ultramontaine. Ainsi, la société d'Ancien Régime est une société fortement cléricalisée dans laquelle le clergé forme un corps indépendant,
représenté par une assemblée générale périodique et possède une propre administration centrale, dirigée par ses propres agents généraux. Il constitue la classe principale du royaume et prime sur les deux autres ordres de la société, la noblesse et le tiers-état. Étant un clergé fortement gallican, il se présente comme le seul représentant de Dieu en France. Il ne représente pourtant pas l'Église romaine qui s'efforce de réduire le gallicanisme sans y parvenir. De plus, seul le culte public de la religion catholique est autorisé officiellement en France et tout Français est tenu de la professer, le culte des autres religions étant interdit. D'autre part, la religion catholique bénéficie du privilège de juridiction. Le clergé possède ses tribunaux particuliers dont la compétence s'étend aux clercs, ainsi qu'aux laïcs dans les causes qui impliquent des clercs, mais aussi dans les causes qui mettent en cause la religion et la foi. Ce pouvoir de juridiction s'étend également à la matière pénale, ce qui explique que l'Église avait, comme le roi, ses propres prisons. Enfin, les biens du clergé qui s'est constitué un vaste patrimoine, comme ceux de la noblesse, sont exonérés d'impôts. Mais si la religion catholique bénéficie d'une situation privilégiée dans la société française au XVIIIe siècle, elle traverse aussi une crise spirituelle profonde. Le jansénisme et le quiétisme ont propagé leurs idées, mais surtout le rationalisme a atteint les esprits. Le haut clergé lui-même a été contaminé par l'esprit du siècle, ce qui constitue certainement le facteur le plus important de la crise. C'est l'époque où l'encyclopédie et les œuvres des philosophes du XVIIIe siècle s'introduisent dans les bibliothèques des paroisses. Les clercs eux-mêmes commencent à substituer le Dieu de Jésus-Christ par le Dieu des philosophes, et à le substituer peu à peu par la notion plus abstraite d'être suprême. La crise religieuse se manifeste surtout dans l'affaiblissement de la foi parmi le clergé qui se préoccupe davantage du patrimoine que des affaires spirituelles, et dont la conception de l'Église a fini par être déformée par le gallicanisme et le jansénisme, même si le bas clergé continue à conserver la foi du peuple, majoritairement chrétien. Dans ce contexte sociopolitique, une décléricalisation ou sécularisation des institutions s'imposait pour permettre une saine distinction entre les deux champs de compétences, l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Dans l'absolu, l'affirmation de l'autonomie du temporel aurait pu se faire par un processus de purification des concrétisations historiques d'inspiration chrétienne de celles qui ne l'étaient pas, mais en pratique, il s'est produit une rupture entre les réalités temporelles et toute instance transcendante sous l'influence des philosophes du XVIIIe siècle. En effet, selon la mentalité de l'époque et les précédents historiques, il était pratiquement impossible que les catholiques formulent l'idée d'une laïcité positive, sans l'intervention d'un événement extérieur violent capable de mettre en crise leur vision de l'État et de sa relation avec l'Église. 4. La crise de la pensée, rationalisme, déisme et illuminisme. À la veille de la Révolution, l'Église en France se trouve dans une situation religieuse peu brillante, minée par la tendance à l'autonomie spirituelle et disciplinaire. Le grand problème est que le rationalisme triomphe, sous l'influence des philosophes des Lumières. Dans ce contexte, le rationalisme cartésien introduit le doute méthodique et le refus de tout ce qui ne s'impose pas à la raison avec une clarté évidente. Si René Descartes excluait la vérité religieuse du doute méthodique, il considérait que l'homme a une certitude immédiate de Dieu, le rationalisme postérieur ira jusqu'au bout de sa pensée et finira par nier toute valeur à la connaissance fondée sur la foi. Il en découle nécessairement la négation de la révélation dont le contenu n'est accessible que par la foi et non par l'expérience directe. Le rationalisme va donc en toute logique nier ces vérités qu'il ne peut pas mesurer directement, mais qui relèvent de l'ordre surnaturel. Ainsi, la foi chrétienne est considérée comme une légende remplie de superstitions. C'est alors que le déisme prétend substituer la religion naturelle à la religion révélée, sans toutefois nier l'existence de Dieu, comme le feront ensuite les courants athées. Dieu serait le grand architecte de l'univers, étranger au sort des hommes. Le déisme commence à séculariser l'ordre politique et social, en lui ôtant son lien avec le Dieu transcendant. C'est de ce courant que s'inspirera Voltaire, dont l'ambition bien connue est d'en finir avec l'Église catholique. Mais dans un premier temps, les philosophes des Lumières ne s'opposent pas ouvertement à la révélation, sous la crainte du pouvoir de la monarchie absolue de droit divin. Ils affirment d'abord un rationalisme qui se coupe d'un ordre transcendant.
Par la suite, les rédacteurs de l'encyclopédie, Diderot, d'Alembert, feront preuve d'un esprit antichrétien manifeste. Selon les philosophes des Lumières, la religion doit être entièrement raisonnable, libérée de toute superstition. Toute expression du dogme est nécessairement une preuve de fanatisme religieux, dont la société doit se protéger. En fin de compte, la religion serait l'apanage des gens simples et sans intelligence, facilement influençables. Quant à eux, ils seraient les défenseurs de la raison et du progrès contre les obscurantistes chrétiens. Ils n'hésitent pas à contester de manière systématique les fondements du christianisme, sapant ainsi les bases sur lesquelles la société était construite. Un autre bouleversement va également s'opérer dans la société. La souveraineté du roi est peu à peu contestée pour être attribuée au peuple lui-même selon la conception que Jean-Jacques Rousseau se fait du contrat social, idée qui triomphera à la Révolution. Par ailleurs, la Révolution américaine va avoir une influence particulière sur les philosophes français, alors que la Constitution avait proclamé la séparation de l'Église et de l'État et la liberté de culte. Elle se présente comme le modèle à appliquer en France. Toutefois, la motivation n'était pas la même puisqu'elle était fondée sur le pluralisme d'une société dans laquelle coexistaient déjà plusieurs confessions religieuses, alors que la tolérance que réclamaient les philosophes des Lumières était fondée sur un relativisme dogmatique. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les idées des Lumières ont fait leur œuvre. Elles ont atteint l'aristocratie, la bourgeoisie et la classe moyenne urbaine, avant de se répandre plus largement avec la diffusion de l'encyclopédie fondée sur une idéologie rationaliste. Elle remettait en doute les vérités reçues de la tradition et jugeait des fondements du pouvoir politique et de l'Église catholique. Il s'agit d'une remise en question systématique des vérités de la foi, l'Église étant perçue comme étant l'ennemi des sciences expérimentales et du progrès. Il se crée une distance chaque fois plus grande entre le catholicisme officiel de la monarchie et la pratique religieuse de la noblesse et de la bourgeoisie. La franc-maçonnerie va jouer aussi un rôle de diffusion de ces idées, bien qu'il soit difficile de déterminer son influence exacte du fait de son caractère secret. En tout état de cause, il est certain qu'elle a fait un peu partout en Europe, mais surtout en France, le lit de la propagande philosophique et rationaliste. Elle a préparé une atmosphère favorable à l'idée d'une religion naturelle, opposée à la révélation. Les causes de la Révolution de 1789 étaient certainement nombreuses et profondes, pour obtenir un tel renversement social. Le gallicanisme et l'hostilité contre Rome, l'intolérance religieuse de la monarchie envers les religions autres que la religion catholique, l'absolutisme monarchique des 150 années antérieures, l'affaiblissement de la foi, notamment parmi le clergé gallican, les privilèges des clercs, la philosophie des Lumières. Tous ces éléments ont contribué à l'avènement d'une société nouvelle à la Révolution, fondée sur un ordre nouveau, dans lequel va émerger le concept de laïcité. Dans cet ordre nouveau, la laïcité se définit d'abord par la négation de l'ordre ancien. Elle se présente ainsi comme l'instrument efficace pour déchristianiser la société française. 5. La Révolution et la dissolution de l'ordre ancien. Alors que le césaropapisme gallican remet en cause l'autorité du pape, plus que l'autorité de l'Église elle-même, la Révolution tente de soustraire les institutions civiles au pouvoir de l'Église. Les principes de la monarchie absolue, qui tendaient à asservir le spirituel au temporel, sont substitués par ceux de la Révolution dont les principes tendront à supprimer l'influence de l'Église dans la société. Si la monarchie absolue faisait de la religion du prince la religion d'État, cuius regio, eius religio, la Révolution instaure surtout un système de liberté pour toutes les religions. Toutes les opinions devaient être tolérées à la seule condition de ne pas être un danger pour la sécurité. Un pas est franchi lorsque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 établit, dans son article 10, le respect de toutes les opinions, la liberté religieuse étant reléguée au rang de simple opinion. Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La Révolution reconnaît déjà le même droit aux différents cultes et toutes les doctrines, même opposées entre elles, dans le principe. Corrélativement, l'Église s'affranchit du pouvoir et de toute forme d'ingérence dans sa propre organisation.
Elle perd en même temps la garantie d'une certaine protection et un certain nombre de privilèges, pour être reléguée au même rang que les autres confessions religieuses et théories philosophiques. Le danger pour elle se présente désormais sous la forme de l'indifférentisme. Désormais, toutes les confessions doivent être considérées comme vraies, également valides et légitimes. Aussi, après avoir souffert les méfaits de l'ingérence gallicane, l'Église affronte alors une crise encore plus grave, celle du libéralisme qui pose les bases du relativisme et de l'indifférentisme religieux. Avec l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est donc toute une conception du monde qui change. Il n'est plus question d'autonomie relative de l'homme par rapport à Dieu, mais de son autonomie absolue. Dieu n'est plus considéré comme le législateur suprême, mais le pouvoir vient désormais du peuple. L'idée d'un Dieu personnel disparaît au profit de la notion d'être suprême, mentionnée dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, notion qui se retrouvera encore dans le préambule de la Constitution de 1946. C'est donc la perspective chrétienne de la société qui disparaît, au profit d'un droit naturel rationaliste et immanent. Désormais seule la raison devra régir les rapports sociaux selon les règles du pacte social, de Jean-Jacques Rousseau, au risque de se déconnecter d'un système de valeurs objectives. C'est au peuple souverain de redéfinir l'organisation de l'État, ses fondements politiques et sociaux, ses organismes de représentation, son droit et la morale elle-même, indépendamment de toute idée religieuse, reléguée au rang d'une simple opinion. L'abolition de l'Ancien Régime marque la fin d'une époque et la naissance d'une ère nouvelle, avec l'apparition de principes universels affirmés par la Déclaration des droits de l'homme, votée le 26 août 1789. L'ordre nouveau a été posé. Il ne dépend plus d'une loi objective et transcendante, mais de la volonté du plus grand nombre. La crise révolutionnaire va faire naître une société nouvelle, fondée sur des conceptions opposées à celles du passé, mais pas encore antichrétiennes. Avec la chute de la monarchie, l'Église doit redimensionner ses relations avec l'État. Si le processus de sécularisation avait déjà été préparé par la réforme protestante qui marquait la fin de la Christianitas médiévale et du système sociopolitique unique à deux têtes, en réalité, le processus de sécularisation des institutions commence réellement à la Révolution. Désormais, la France n'a plus de religion officielle, même si le peuple reste majoritairement chrétien. La fin de l'unité entre le pouvoir politique et l'Église, gallicane, survenue à la Révolution pose la question de savoir si cette unité était essentielle à l'Église en tant qu'institution divine fondée par le Christ ou s'il était un élément accidentel, et donc susceptible de changement. Pour certains catholiques, de sensibilité traditionnaliste, la monarchie catholique d'Ancien Régime représentait la forme achevée du pouvoir, et face aux attaques virulentes contre la religion, ils ont pensé que la modernité était nécessairement antichrétienne. Il était donc de leur devoir de tendre à conserver les anciennes institutions, pour sauvegarder la foi. C'est cette erreur de perspective qui les empêchera d'accepter les nouvelles institutions, et de se détacher de la monarchie, ratant ainsi leur entrée dans la modernité. Toutefois, il convient de remarquer que la Révolution ne s'est pas montrée anti-religieuse dès le début. La Convention n'entendait pas se défaire de l'Église, mais l'intégrer dans l'État, d'où l'idée d'une Église constitutionnelle, même si les principes d'un ordre nouveau sont déjà posés. C'est ainsi que Danton s'opposa à la première suppression du budget des cultes faite le 13 novembre 1792. On bouleversera la France par l'application trop précipitée de principes philosophiques que je chéris, mais pour lesquels le peuple, et surtout celui des campagnes, n'est pas mûr encore. C'est la Commune de Paris qui déclenche l'offensive anti-religieuse pendant l'hiver 1792 à 1793, et c'est un véritable programme de déchristianisation qui sera mis en œuvre pendant toute la période de la Première Terreur, août-septembre 1792, et la Grande Terreur, septembre 1793 au juillet 1794. C'est dans ce contexte conflictuel de la Révolution qu'émerge le principe de laïcité, qui sera l'instrument juridique efficace pour déchristianiser la société française. Si l'entrée dans la modernité marque l'aboutissement des idées des Lumières, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, etc., elle marque aussi le début du processus de sécularisation. C'est toute la société qui en sort transformée. La France passe du système de l'Ancien Régime,
dans lequel l'Église était omniprésente dans les institutions, à la République dans laquelle elle n'a plus le droit de citer. De la même manière que la France a été marquée par un fort cléricalisme, la sécularisation des institutions a également été marquée par un courant laïciste qui n'a pas vu d'autre possibilité que l'exclusion de la religion des institutions, exclusion qui a trouvé son aboutissement dans le régime de séparation stricte entre l'Église et l'État. Deux mouvements se sont heurtés. D'un côté, la prétention légitime de décléricaliser la société en instaurant un système politique nouveau, et d'un autre, le refus des catholiques d'accepter le changement de système politique face à l'anticléricalisme virulent des républicains. Il faut bien considérer que lorsque la notion de laïcité a émergé sur le plan juridique, elle s'inscrivait dans un cadre historique particulier, celui d'une nation construite sur des bases chrétiennes. De ce fait, elle naît sur un humus chrétien. La rupture avec l'Ancien Régime marque le début de la sécularisation progressive, ou décléricalisation, des institutions françaises pour entrer dans un ordre nouveau et faire émerger l'idée de l'aconfessionnalité de l'État, déjà une réalité sur le plan institutionnel. Aussi, ce qui paraît être un échec pour le catholicisme français, l'échec de la monarchie, est en réalité une véritable opportunité qu'il aurait pu saisir pour sortir du cléricalisme. Cela aurait supposé de savoir distinguer entre la décléricalisation nécessaire des institutions, dans une sécularisation ouverte, et la sécularisation fermée qui s'est opérée de manière systématique depuis la Révolution. Mais les temps n'étaient pas encore mûrs pour adopter un tel raisonnement. Il faudra attendre les enseignements du Concile Vatican II pour pouvoir y parvenir. Toutefois, institutionnellement la France progresse sans s'en rendre compte. Elle procède à la distinction entre les deux ordres temporels et spirituels, selon le principe du dualisme, ce qui, purifié de tout anticléricalisme, est une grande avancée sur le plan conceptuel. La notion de laïcité n'est pas encore clairement définie, mais elle est déjà appliquée à travers certaines mesures. L'état civil confié à l'État et non plus au clerc, la suppression des budgets des cultes et l'absence de subvention des cultes par l'État et l'institution du mariage civil. Si la Révolution ne définit pas encore la notion de laïcité, elle pose les fondements d'une société coupée de la religion. Elle marque le début du processus de laïcisation des institutions, à mesure que progresse la sécularisation. Il convient de remarquer que la laïcité est surtout une mentalité, un esprit laïque qui modèle les institutions, plus qu'un principe clairement défini, en tout cas lors de l'émergence du concept. Il est avant tout une revendication qui se définit par la négation de l'ordre ancien sur le plan social, politique et moral, plus que par l'affirmation positive d'un concept nouveau. B. La Libertas Ecclesiae, sous le régime de Concordat de 1801. 1. Le Concordat de 1801 et les articles organiques, l'apogée du gallicanisme. Lorsque Napoléon Bonaparte devient premier consul, le 9 novembre 1799, il voit dans l'Église un appui pour la paix de l'Empire. Son pragmatisme lui montre que la foi catholique continue à être enracinée dans le peuple français, malgré la violence de la Révolution et les politiques radicalement anti-religieuses et les persécutions qui ont suivi sous la Convention, la terreur et le Directoire. Aussi, il ne peut ignorer cette réalité s'il souhaite pouvoir gouverner. D'autre part, le pape Pie VII souhaite vivement que l'Église en France retrouve une situation normale. Aussi, Napoléon rétablit les relations avec le Saint-Siège et après d'âpres négociations avec Pie VII, au 9e projet, le Concordat est signé le 17 juillet 1801. Il fait de la religion catholique une religion libre, mais sans faire de la France un État confessionnel. La religion catholique est simplement reconnue comme la religion de la majorité des Français. À tous égards, le Concordat n'est qu'un compromis. L'Église reste subordonnée à l'État, mais il est accepté par le pape qui y voit la manière de mettre fin à la constitution civile du clergé, même si les évêques et les prêtres continuent à prêter le serment de fidélité au gouvernement et doivent faire réciter à la fin de l'office divin le Domine Salvam Facrem Publicam. Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil,
de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. Mais, lors de la promulgation du Concordat, le 8 avril 1802, Napoléon ajoute, sous l'influence de Talleyrand et Fouché, unilatéralement et sans consulter le Saint-Siège, les articles organiques par lesquels il réorganise l'Église en France. Les 77 articles organiques recueillent l'esprit des anciens articles gallicans imposés par Louis XIV en 1682. Le Concordat et les articles organiques constituent même l'apogée du gallicanisme en France. Dans ce régime concordataire, l'Église reste soumise à l'Empire selon un schéma césaropapiste. Napoléon conçoit la religion comme un service public ou une administration de plus dans l'État, au service du peuple. Il espère une Église gallicane presque fonctionnalisée, une Église dans l'État et non un État dans l'Église. En un mot, il rétablissait la paix pour l'Église tout en limitant ses droits, dans une conception toujours gallicane de l'Église. Le gallicanisme s'exprime encore, sous Napoléon lors de la proclamation des 4 articles gallicans de 1682 comme loi de l'Empire, par le décret du 25 février 1810 suite à son excommunication par Pie VII. Ainsi, la question de la religion dans la période concordataire reste avant tout une question d'utilité sociale. Toutefois, en voulant sauvegarder l'unité religieuse de la France et mettre l'Église au service de l'État, Napoléon porte 2 coups mortels au gallicanisme. Il exige la démission de tous les évêques du clergé constitutionnel et demande au pape de faire démissionner tous les évêques de l'Ancien Régime, ce qui advient effectivement. Ces mesures, inconcevables pour le gallicanisme d'Ancien Régime, ont renforcé involontairement le pouvoir du pape sur les évêques. Aussi, alors que les évêques voyaient traditionnellement dans le roi une défense contre le pouvoir du pape, ils voient désormais dans le pape une défense contre la toute-puissance de l'État. Indirectement, la politique de Napoléon permet donc d'éviter un schisme gallican et de renforcer le pouvoir du pape sur les évêques qui retrouvent ainsi l'unité avec leur tête, les nouveaux évêques étant choisis parmi les non assermentés. Lorsque Louis XVIII arrive au pouvoir, il proclame la charte de 1814 qui reconnaît la religion catholique comme religion de l'État, art. 6, et garantit un traitement pour les ministres des différents cultes chrétiens, art. 7, tout en reconnaissant la liberté de culte et de religion, art. 5. Il n'en demeure pas moins que la monarchie entend bien que l'Église lui reste subordonnée. Il tente par 2 fois de remplacer le Concordat napoléonien en 1816 et en 1817, mais sans y parvenir. La religion catholique reste donc la religion de l'État sous la Restauration, puis deviendra la religion de la majorité des Français avec la charte de 1830. En effet, la Révolution de 1830, qui instaure la monarchie de Juillet, est clairement anticléricale, plus encore que la Révolution de 1789. La charte constitutionnelle ne reconnaît plus le catholicisme comme religion officielle, et de nombreuses mesures visent à réduire l'influence de l'Église. C'est dans ce contexte que la loi Guizot de 1832 redonne la liberté de l'enseignement primaire, mais Louis-Philippe d'Orléans refuse de briser le monopole de l'université instauré par Napoléon. Le régime concordataire continue à s'appliquer sous la Seconde République et sous le Second Empire. Il ne sera abrogé que par l'article 44 de la loi de séparation du 9 décembre 1905. La loi de 1905 ne s'appliquera jamais en Alsace-Moselle, laquelle était allemande de 1871 à 1918, ce qui fait que le régime concordataire, modifié, s'applique encore. 2. Le triomphe de la vision anthropocentrique du libéralisme. Sous la Restauration, la question d'un retour à la monarchie confessionnelle se présente comme un espoir pour les catholiques. Ils voient dans l'union du trône et de l'autel la solution aux relations problématiques entre l'Église et l'État. En 1830, la Restauration met fin à l'Ancien Régime en France, empêchant tout espoir d'une monarchie catholique. Avec l'échec de la Restauration, le libéralisme s'impose et le contexte sociopolitique change. Ce nouveau courant de pensée se fonde sur une vision anthropocentrique du monde. Après avoir reconnu que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, art. 1er DDH de 1789,
Les hommes sont désormais considérés comme autonomes, déliés de la loi divine, ce qui n'était pas encore un principe juridique reconnu. Désormais, les libertés de conscience, de pensée, d'association et de presse sont expressément reconnues comme des droits inaliénables de la personne. Le libéralisme fait dériver l'autorité non plus directement de Dieu, comme le prétendait la monarchie absolue de droit divin, mais directement du peuple qui détient désormais toute souveraineté. Dans la pensée des catholiques de l'époque, la consécration des libertés modernes équivalait à la consécration du relativisme puisque la religion révélée, le christianisme, était mise au même niveau que les autres religions sur le plan juridique, sans statut privilégié, ni avantage particulier. Ce changement de statut et la consécration des nouveaux droits individuels semblaient contradictoires avec la doctrine catholique et le rôle social de l'Église, alors que ce sont ces mêmes libertés qui seront par la suite reconnues par l'Église. Déjà la religion tend à être exclue de la vie publique, pour être reléguée au seul plan de la conscience et tend à être régie, non plus par le droit public, mais comme un phénomène privé qui relève du droit commun des associations. L'idéologie libérale a donc donné les éléments pour réaliser la sécularisation de la société, l'athéisme et l'indifférentisme religieux. Dans ce contexte, les chrétiens optaient majoritairement pour des positions traditionnalistes en attendant le retour à un ordre qui laissait place aux droits de Dieu et de l'Église dans la société. C'est ainsi que les catholiques antilibéraux préféraient un gouvernement contre-révolutionnaire, défenseur de l'ordre d'Ancien Régime qui reconnaît une certaine place à l'Église dans la vie sociale, à la République anticléricale défenseur d'un ordre social sans Dieu. Mais ce faisant, ils amalgamaient le régime de la République en tant que tel à l'antichristianisme, se privant ainsi d'une possibilité de dialogue, dans une attitude de repli. 3. L'essai de concilier Église et libéralisme, par les catholiques libéraux, et la recherche de la sécularité. Alors que la grande majorité des catholiques se tourne vers le traditionnalisme, les catholiques libéraux s'allient, sous la direction de Félicité de Lamennais, et créent une revue, l'Avenir, autour des années 1830. Ils prétendent allier l'Église catholique au libéralisme, de manière à harmoniser l'Église avec la société qui l'entoure, pour lui donner les moyens de sa mission dans le monde. Dieu et liberté, fut la devise de la revue. Il semblait que le respect absolu de la liberté de conscience ou de religion permettrait de garantir le respect des droits de l'Église. D'abord ultramontains, les catholiques libéraux s'opposent au gallicanisme en France. Mais cela n'empêcha pas le pape, Grégoire XVI, d'éclaircir la doctrine catholique et de se prononcer en défaveur de cette nouvelle doctrine dans l'encyclique Mirarivo du 15 août 1832. Bien que l'encyclique ne vise pas directement la revue L'Avenir, ce sont bien les thèses de Lamennais qui y sont condamnées. L'indifférentisme religieux, au travers de l'affirmation du relativisme en matière religieuse, le droit à la liberté absolue de conscience et d'opinion qui conduit à donner des droits à l'erreur. En tout état de cause, il s'agissait d'un premier essai d'allier le christianisme et la modernité, qui échoue à cause d'une erreur théologique. Qu'on le veuille ou non, les thèses libérales conduisaient inexorablement à l'indifférentisme religieux. Or, ce qu'il s'agissait de protéger, c'était la liberté de l'Église, sans tomber dans l'indifférentisme religieux. Toutefois, il faut reconnaître que le catholicisme libéral eut le mérite d'essayer de dialoguer avec la modernité au lieu de la refuser dans sa globalité, comme le fera le catholicisme traditionnaliste. La position de l'Église sur les principes libéraux fut fixée par l'encyclique Quanta Cura du 8 décembre 1864, à laquelle étaient annexées les 80 propositions du syllabus qui résumaient les erreurs modernes, chacune faisant l'objet d'une condamnation. Le syllabus s'oppose surtout à l'affirmation de l'autonomie absolue de la raison et l'indifférentisme religieux. Dans la conception des catholiques de l'époque, l'État devait être confessionnel afin de restaurer une société ordonnée selon Dieu. Il s'agissait d'une condition sine qua non du respect de la religion catholique. C'est encore la doctrine de la tolérance qui prévaut. D'autres positions intellectuelles s'ouvrent alors le pas et attaquent la conception chrétienne de l'homme et du monde. Le positivisme d'Auguste Comte qui s'intéresse aux phénomènes plus qu'aux raisons métaphysiques des choses, le scientisme qui prétend expliquer la réalité sans Dieu et offrait l'espoir du bonheur grâce au progrès illimité de la science,
le marxisme qui affirme une vision purement matérialiste du monde et une vision dialectique de l'histoire. Toutes ces doctrines se ressemblent sur le fait qu'elles adoptent une explication d'un monde sans Dieu. Toutefois, la déchristianisation est encore loin d'être une réalité pendant la période du Second Empire, durant laquelle l'Église, en pleine expansion, bénéficie d'une situation privilégiée, grâce à l'appui du gouvernement qui, sans pour autant abroger la législation antérieure, soutient l'Église. Les congrégations se multiplient, indirectement favorisées par la législation révolutionnaire sur la liberté d'association, ce qui a pour effet de favoriser la diffusion de l'enseignement catholique, que ce soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement libre. C'est la laïcité de combat de la Troisième République. 1. Les lois laïques de 1880, la montée des anticléricalismes et l'affirmation du principe de laïcité. Ce sont les républicains de la Troisième République qui élaborent le concept de laïcité, dans son acception républicaine. Au début de la Troisième République, il s'agit d'une laïcité modérée et elle évolue vers une laïcité radicale de Ferry et Combes dans un deuxième temps. Il y a deux conceptions de la laïcité, l'une libérale, l'autre agressive. À la chute de Napoléon III, la Troisième République, 1870 à 1940, mise en place, sera marquée par un fort anticléricalisme. Le Parti républicain, qui domine la scène politique depuis 1877, s'est donné pour objectif de combattre l'enseignement religieux. De fait, il s'agit d'un parti républicain particulièrement hostile à l'Église. Sous l'influence de la Ligue de l'enseignement, le Parti républicain s'attaque à l'organisation scolaire et aux congrégations pour imposer une conception laïque de l'école, excluant toute présence de l'Église. En ce sens, l'action de la Troisième République se trouve en parfaite continuité avec celle de la Révolution et avec l'esprit des Lumières. Elle met en œuvre les actions que la Révolution n'a pas eu le temps d'opérer. La gauche républicaine et les maçons anticléricaux exercent une influence chaque fois plus grande dans la vie politique. Sous cette influence, il s'opère une forte sécularisation ou laïcisation de la vie sociale et des institutions. Les fêtes religieuses sont supprimées et le calendrier est laïcisé. Loi du 12 juillet 1880, abrogation du décret du 23 prairial en 3 qui prévoyait dans les cimetières des lieux d'inhumation particuliers selon les confessions, loi du 15 novembre 1881, suppression des dépenses obligatoires en matière de culte, soit le traitement des vicaires et les grosses réparations des édifices religieux, loi du 5 avril 1884, rétablissement du divorce, loi du 27 juillet 1884, suppression de la prière publique lors de la rentrée des chambres, loi du 14 août 1884. Mais ce qui opère le plus profondément la laïcisation de la société, c'est certainement la laïcisation de l'école par la loi du 28 mars 1882, et celle de son personnel par la loi Goblet de 1886, sous l'influence de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique de 1879 à 1883, qui se propose d'organiser une république sans Dieu. 2. La question particulière de l'école laïque sous la Troisième République. Déjà à la fin du XIXe siècle, la question de l'école laïque se concentre sur la neutralité et l'enseignement de la morale. Lors d'un discours au Sénat du 31 mai 1883, Ferry ne cache pas ses intentions. « Messieurs, nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. » Ferry n'est pourtant pas l'ennemi de la religion. Il défend la neutralité, mais pas l'irréligiosité, qu'il condamne sévèrement. Il n'entendait pas plus imposer une religion civile. L'État enseignant a pour rôle de défendre les idées libérales de la Révolution, pour assurer l'unité nationale. Il s'agit à travers l'école, de construire la société moderne, fondée sur un ordre nouveau, sans Dieu. Pour ce faire, dans une société qui est encore loin d'être déchristianisée, malgré les nombreuses tentatives faites en ce sens depuis 1789, les républicains limitent la liberté d'enseignement. Seules peuvent être enseignées les idées républicaines, à l'exclusion de tout autre, ce qui conduit à une division profonde qui a généré la guerre des deux Frances. Les républicains affirment avant tout la mission de l'État enseignant, faisant de l'école l'outil privilégié pour imposer une conception laïque de la société et le symbole de la lutte anticléricale.
Jules Ferry procède à l'implantation de l'école laïque par une série de réformes. Par la loi du 1er juin 1881, il instaure l'enseignement public et gratuit afin de retirer l'enseignement à l'Église. L'idée est de former des citoyens républicains soumis à l'État et de les soustraire à l'influence de l'Église et des clercs, majoritairement monarchiques et anti-républicains. Il instaure ensuite la laïcité de l'enseignement, par la loi du 28 mars 1882 qui oblige à donner les cours d'instruction religieuse en dehors des centres et des programmes scolaires. La laïcisation consiste alors dans la suppression de tous les signes religieux dans les établissements primaires publics. Après que l'école primaire publique soit devenue laïque, le personnel des écoles publiques lui-même est laïcisé. La loi Goblet consacre ce principe dans la loi du 30 octobre 1886, art. 17. Seuls les laïcs, dans le sens canonique du terme, peuvent être enseignants à l'exclusion des clercs. Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Par ailleurs, l'État assure seul la collation des grades universitaires. Les établissements supérieurs confessionnels, c'est-à-dire catholiques, ne peuvent plus être qualifiés d'université depuis la loi du 18 mars 1880. Puis, c'est l'enseignement congréganiste qui est directement supprimé par la loi du 7 juillet 1904. Déjà les collèges des jésuites, qui concurrencent les établissements secondaires, avaient été interdits d'enseignement par la loi du 29 mars 1880. Le combat de l'école est mené de manière à former les citoyens aux idées républicaines et à les soustraire de toute influence de l'Église. Pour cela, il est nécessaire de former les maîtres et instituteurs aux principes de la laïcité de manière à mieux les transmettre à leurs élèves. Ils seront en effet chargés de transmettre la morale laïque et les valeurs républicaines. L'école laïque repose surtout sur l'enseignement de la morale des républicains. Il s'agit d'une morale non confessionnelle qui s'appuie sur la bonne vieille morale de nos pères, selon les mots de Ferry lors d'un discours au Sénat du 10 juin 1881. L'instruction religieuse est définitivement remplacée par des cours de morale et d'instruction civique, car l'école laïque veut avant tout former des libres penseurs. Elle se donne pour mission de former aux idées républicaines les jeunes esprits. Mais il ne faut pas s'y tromper, il s'agit d'une morale encore tout empruntée au catholicisme. Tout y respire la vertu. C'est même, à la lecture des manuels de morale et instruction civique, une véritable apologie des vertus. Les devoirs envers les parents, la famille et la patrie, l'aumône, le pardon, la bonté et la fraternité, la patience, la prudence, la modestie et la discrétion. Mais cette morale, encore enracinée dans une culture chrétienne, est une morale fondée sur la loi naturelle laïcisée, c'est-à-dire sur une loi naturelle vidée de toute transcendance. Elle entre donc d'autant mieux dans les esprits qu'elle ressemble encore à la morale chrétienne, bien qu'elle en ait déjà perdu la substance. En effet, elle sert essentiellement à transmettre les idées républicaines. Si l'État s'occupe de l'éducation, c'est pour y maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui importent à sa conservation, selon les propos de Ferry devant la Chambre. Il s'agit, selon lui, d'enseigner la morale du genre humain, une sorte de morale universelle. C'est la morale sans épithète. L'instituteur doit désormais enseigner une morale séculière et laïque. Pour Ferry, il n'est pas question d'enseigner la religion à l'école. Il refuse de faire des instituteurs un corps de 50 000 vicaires savoyards, formant une nouvelle caste sacerdotale. Il s'agit de la réalisation de ce que la Révolution n'avait pas eu le temps de mettre en œuvre, faute de temps et de moyens, la laïcisation de l'école. Elle donne à l'instituteur le rôle privilégié de formateur de la conscience. Aussi, dans l'esprit de ses fondateurs, l'école laïque n'est pas neutre et ne prétend pas l'être. Pourtant, cette morale ne fut pas à la hauteur des espérances des républicains eux-mêmes car elle se dénatura rapidement pour n'être plus qu'une morale sèche, vidée de son contenu. C'est là un trait caractéristique de la laïcité française. Faire de l'école le lieu d'apprentissage de la laïcité, ce qui suppose mettre fin à l'enseignement confessionnel considéré comme l'ennemi de la société moderne et du progrès. La Troisième République voit dans l'école le lieu privilégié de la transmission du principe de laïcité. Plus encore, c'est une certaine vision de la société et de l'homme qu'elle souhaite inculquer dès le plus jeune âge. Toutes ces manifestations de la sécularisation de la société ne manquaient pas de diviser profondément la France.
Face au radicalisme des républicains, les catholiques demeuraient peu enclins à coopérer avec la République. Ils restaient majoritairement monarchistes et conservaient l'espoir de voir renaître une société fondée sur un ordre social chrétien. Bien plus, cette hostilité déclarée des républicains ne faisait qu'alimenter leur opposition au régime en place. 3. La politique de ralliement à la République de Léon XIII. Les catholiques se trouvent donc devant une alternative, celle d'un retour à la monarchie catholique, respectueuse des droits de l'Église, ou l'acceptation de la République, très nettement anticléricale. Dans ce contexte, Léon XIII essaie de mettre fin à cette situation et au désengagement forcé des catholiques de la vie politique, en encourageant leur retour. Ce fut la politique du ralliement. Dans l'encyclique Immortal Dei du 19 novembre 1885, il déclarait la disposition de maintenir de bonnes relations avec n'importe quel régime politique, même républicain et démocratique. Dans cette perspective, Léon XIII invite les catholiques français à collaborer avec la République. L'homme est né pour vivre dans la société civile, ne pouvant en effet se procurer seul ce qui est nécessaire et utile à sa vie, ni la perfection de l'esprit et de l'âme. Dieu a disposé qu'il naisse dans une union et une société des hommes domestiques aussi bien que civils, seuls à même de fournir la pleine suffisance pour la vie. Mais comme aucune société ne saurait subsister sans quelqu'un qui soit le chef de tous, qui imprime à chacun une impulsion efficace et constante vers un but commun, il en résulte qu'une autorité est nécessaire aux hommes constitués en société pour les régir. Autorité aussi bien que la société civile procède de la nature et par suite à Dieu même pour auteur. Il s'ensuit que le pouvoir public n'existe pas par lui-même, mais vient de Dieu, voir RM 13, 1. Cependant le droit d'exercer le pouvoir n'est pas nécessairement lié de soi à une forme quelconque de régime politique. Il est possible à bon droit de choisir telle ou telle, dès lors qu'elle est réellement opérante pour l'utilité et le bien commun. Dans cette même encyclique, il éclaircit un point particulièrement important. Il est nécessaire de comprendre ceci. L'origine du pouvoir public doit être référée à Dieu lui-même et non à la multitude, ce qui ne s'oppose pas à la participation des citoyens à la chose publique. Bien plus, on ne réprouve pas en soi que le peuple ait une part plus ou moins grande à la chose publique. En certains temps et sous certaines lois, cela peut même faire partie non seulement de ce qui est à l'avantage des citoyens mais même de ce qui relève de leurs devoirs. Malgré l'anticléricalisme manifeste des républicains, Léon XIII va inviter les catholiques français au ralliement à la République, dans son encyclique Au milieu des sollicitudes, du 16 février 1892. La raison profonde du ralliement, c'est que l'Église n'est liée à aucune forme d'organisation politique. Divers gouvernements politiques se sont succédés en France dans le cours de ce siècle, et chacun avec sa forme distinctive, empire, monarchie, république. En se renfermant dans les abstractions, on arriverait à définir quelle est la meilleure de ces formes, considérée en elle-même. On peut affirmer également en toute vérité que chacune d'elles est bonne, pourvu qu'elle sache marcher droit à sa fin, c'est-à-dire le bien commun pour lequel l'autorité sociale est constituée. Il convient d'ajouter finalement qu'à un point de vue relatif, telle ou telle forme de gouvernement peut être préférable, comme s'adaptant mieux au caractère et aux mœurs de telle ou telle nation. Dans cet ordre d'idées spéculatifs, les catholiques, comme tout citoyen, ont pleine liberté de préférer une forme de gouvernement à l'autre. Précisément en vertu de ce qu'aucune de ces formes sociales ne s'oppose par elle-même, aux données de la saine raison, ni aux maximes de la doctrine chrétienne. Partant du fait que la forme du pouvoir politique dans une nation n'est jamais immuable et que le pouvoir civil vient de Dieu, Léon XIII exprime la nécessité d'accepter les nouveaux gouvernements. Par conséquent, lorsque les nouveaux gouvernements qui représentent cet immuable pouvoir sont constitués, les accepter n'est pas seulement permis, mais réclamé, voire même imposé par la nécessité du bien social qui les a faits et les maintient. C'est l'attitude qu'il juge être la plus salutaire pour le peuple français. Une telle attitude est la plus sûre et la plus salutaire ligne de conduite pour tous les Français, dans leurs relations civiles avec la République, qui est le gouvernement actuel de leur nation. Loin d'eux ces dissentiments politiques qui les divisent, tous leurs efforts doivent se combiner pour conserver ou relever la grandeur morale de leur patrie. Il opère une distinction très utile pour comprendre la teneur de ses propos, celle entre pouvoir constitué et législation.
Aux catholiques qui refusent la République au motif qu'elle est animée par un esprit antichrétien, il explique. Mais une difficulté se présente. Cette République, fait-on remarquer, est animée de sentiments si antichrétiens que les hommes honnêtes, et beaucoup plus les catholiques, ne pourraient consciencieusement l'accepter. Voilà surtout ce qui a donné naissance aux dissentiments, et les a aggravés. On eût évité ces regrettables divergences, si l'on avait su tenir soigneusement compte de la distinction considérable qu'il y a entre pouvoir constitué et législation. La législation diffère à tel point des pouvoirs politiques et de leur forme, que sous le régime dont la forme est la plus excellente, la législation peut être détestable, tandis qu'à l'opposé, sous le régime dont la forme est la plus imparfaite, peut se rencontrer une excellente législation. Prouver l'histoire à la main cette vérité serait chose facile. Si la distinction tout à l'heure établie a son importance majeure, elle a aussi sa raison manifeste. La législation est l'œuvre des hommes investis du pouvoir et qui de fait gouvernent la nation. D'où il résulte qu'en pratique, la qualité des lois dépend plus de la qualité de ces hommes que de la forme du pouvoir. Ces lois seront donc bonnes ou mauvaises, selon que les législateurs auront l'esprit imbu de bons ou de mauvais principes et se laisseront diriger, ou par la prudence politique ou par la passion. Il en conclut la nécessité pour les catholiques d'accepter la République, prise comme forme de gouvernement légitime, et d'unir leurs forces pour faire front aux abus de la législation mise en place. Par ailleurs, il est intéressant de noter que Léon XIII s'oppose au principe de séparation de l'Église et de l'État, au motif qu'elle signifierait nécessairement séparer la législation humaine de la législation chrétienne et divine. Dans le contexte sociopolitique de l'époque, un processus de sécularisation ouvert qui accepte le principe de séparation des institutions, tout en conservant une ouverture à la réalité transcendante de l'homme, n'est pas encore envisagé. La question ne se pose même pas. Une séparation entre l'Église et l'État qui prendrait en compte la dimension religieuse de l'homme n'est pas envisageable pour un catholique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.